Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la bibliothèque universitaire Pierre Sineux sur le campus 1 de l'université de Caen-Normandie pour cette deuxième thèse en poche. Ce cycle de conférences donne la parole aux jeunes docteurs en sciences humaines et sociales et nous sommes ravis ce soir d'accueillir pour cette deuxième thèse en poche Karim Samour ainsi que son directeur de thèse Philippe Fleury, professeur de latin à l'université de Caen. Ce cycle de conférences va se dérouler en deux temps. Un premier temps de présentation de la part de Karim Samour sur son sujet de thèse, et puis un deuxième temps d'échange avec vous, public, où vous aurez l'occasion de poser les questions à Karim ainsi qu'à Philippe Fleury. Et puis nous terminerons de manière conviviale cette thèse en poche. Je laisse la parole maintenant à Karim Samour. Merci encore d'être là. Bonjour à tous, c'est bon. Je vais évoquer rapidement mon parcours pour essayer de vous faire comprendre comment mon projet de thèse est arrivé à maturation. Donc j'ai commencé naturellement par une licence d'histoire en archéologie en 2006, que j'ai validée en 3 ans. Et cette licence d'histoire m'a permis d'accéder à un master recherche en archéologie, au cours duquel je me suis spécialisé sur l'histoire antique. Donc cela s'est concrétisé par la participation à des fouilles archéologiques de sites antiques et par un mémoire de recherche en histoire romaine portant sur les sièges dans les conflits d'une partie de la République romaine. Donc cette partie de la République romaine, c'est le IIIe siècle et le IIe siècle avant notre ère. Donc cette spécialisation thématique et chronologique est un travail indispensable qui se dessine au cours de la première année de master et qui permet à l'étudiant théoriquement de se concentrer sur un domaine restreint qu'il doit théoriquement aborder intégralement. Ce mémoire de master constituait mon premier travail de recherche. J'ai constaté au cours de ces recherches que la principale source sur laquelle nous pouvons travailler pour aborder ce type de sujet était la littérature ancienne. Des textes en latin et en grec ancien, pour lesquels il existe naturellement des traductions en français, en anglais, en allemand et en italien. Et pour avoir une compréhension générale des événements, il ne fallait pas hésiter à consulter les traductions, même quand elles n'existaient pas en français. Alors cela peut paraître surprenant d'aborder ce sujet essentiellement à partir de textes, notamment après une spécialisation en archéologie. Mais il faut bien comprendre que les sources archéologiques sur ce sujet, c'est les machines de siège, les travaux de siège, sont quasiment inexistantes. Elles sont très anecdotiques quand elles existent, puisque la plupart des machines sont faites dans des matériaux qui ne durent pas. Néanmoins, l'approche d'étude des textes anciens a suivi une méthodologie proche de ce qui se fait en archéologie, c'est-à-dire la mise en place d'une base de données qui devient, une fois qu'on a renseigné tous les événements que l'on est en train d'étudier, donc ici c'était des sièges, j'ai fait 150 fiches de sièges, qui devient interrogeable et intelligible. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer brièvement le processus de transmission des textes anciens, puisque ce dont je vais parler dépend principalement de cela. On distingue d'un côté la période décrite dans le texte, la période des événements qui nous sont relatés dans le texte. Donc c'est la partie avec les petits traits en noir que vous avez sur la gauche de la frise. Puis vient la période où le texte a été écrit, qui est nécessairement ultérieure ou au mieux contemporaine des événements relatés. Elle peut être parfois différente de plusieurs siècles. Quand on pense à l'auteur Tite-Live, Tite-Live parle de la fondation de Rome, ça a eu lieu 6-7 siècles avant lui. Et enfin, les périodes où le texte va être recopié pour nous parvenir sur une forme plus ou moins altérée. Donc ces copies se font essentiellement au Moyen-Âge. Et ces copies sont plus ou moins altérées, dues essentiellement à 3 facteurs. Le premier, c'est des erreurs de copie, puisque ces copies se faisaient à la main, jusqu'à l'invention de l'imprimerie, donc pendant tout le Moyen-Âge. À cause de problèmes de compréhension des copistes, ces copistes n'avaient pas tous les éléments pour comprendre le texte, et essayer avec souvent de la bonne volonté de le corriger, de l'améliorer, mais ça, évidemment, ça va détériorer une partie de ce texte. Et il y a enfin des détériorations physiques de ces manuscrits, des détériorations physiques qui sont irrécupérables. Il faut bien s'imaginer qu'un texte ancien, quand on n'en a qu'une copie, il suffit qu'il n'y ait pas une seule recopie à temps pour qu'on perde irrémédiablement le texte, et c'est arrivé pour bon nombre des textes anciens, évidemment.
Donc la recherche des siècles derniers a ainsi fait un énorme travail de compilation des textes selon les fragments, selon les différentes copies, et évidemment une part très importante des textes anciens ont disparu partiellement, certains d'entre eux ont disparu intégralement. Donc nous travaillons sur une source qui est partielle, il faut bien le garder à l'esprit, qui est imparfaite, qu'il faut critiquer sans cesse. Nous travaillons sur ce que le temps nous a laissé, au gré des intérêts des civilisations passées et au gré du hasard également, puisque c'est une dimension importante. Alors prendre une ville dans l'Antiquité, c'est une étape souvent obligatoire lors d'une campagne militaire, pour plusieurs raisons. Une ville, c'est un lieu où on stocke les vivres, notamment ceux dont une armée peut avoir besoin lors d'une campagne militaire pour passer l'hiver. Une ville, c'est une épine dans le pied des troupes lorsqu'on essaie de soumettre un territoire. Et une ville, c'est surtout une récompense pour les soldats, parce que lorsque le siège réussit, la ville va être pillée. Ce pillage est un facteur d'enrichissement conséquent, les textes en parlent beaucoup. Et ce pillage est réparti entre tous les soldats. Il faut se rendre compte que dans l'Antiquité, le pillage rapporte souvent plus d'argent aux soldats que la solde même que le général va leur donner. Alors ce mémoire de master a permis de comprendre les spécificités d'un siège de l'Antiquité. Alors les fondements romains des tactiques de siège sont assez simples à comprendre. Il s'agissait de traverser les défenses adverses en passant à travers, au-dessus ou en dessous. Si ces tentatives de pénétrer dans la cité par la force échouaient, ou si elles étaient trop complexes à mettre en œuvre, on pouvait organiser un blocus, donc bloquer les routes d'approvisionnement en vivres des différentes populations qui sont à l'intérieur de la cité. Alors il faut bien se rendre compte des cités de l'Antiquité. Donc voici l'exemple de Mycène, cité antique. Évidemment, en fonction de la situation topographique de cette cité, les méthodes vont être plus ou moins adaptées. Et il y a des cités où on n'a pas le choix que d'attendre que les vivres disparaissent à l'intérieur de la ville avant qu'elles puissent se rendre. Et la dernière solution pour prendre une ville, c'est d'entrer par Félonie, attendre qu'il y ait un traître qui cède et qui ouvre les portes à l'armée assiégeante. Ça finit toujours par arriver lorsque le blocus est efficace, puisque c'est un drame, un siège. Les assiégés vont finir par manger leurs animaux, les chevaux, les ânes, les mules. Ils vont finir par manger des rats qui grouillent dans la cité. Et en dernier recours, on va faire bouillir toutes les peaux non tannées pour récupérer quelques protéines avant de mourir littéralement de faim. Et c'est là où les félons apparaissent quand tout se passe mal pour la cité assiégée. Alors, l'un des principaux apports de ce mémoire de master a été d'observer la complexité croissante des sièges au cours de cette période, donc le IIe siècle, le IIIe siècle et le IIe siècle avant notre ère. Alors, il pouvait y avoir plusieurs explications à cela. La première hypothèse, c'est de se dire que plus les sièges se sont déroulés il y a longtemps par rapport à la date d'écriture du texte, moins il est détaillé, car les témoins directs et indirects ont disparu et ne peuvent plus fournir d'informations précises. Donc l'auteur qui évoque ce siège évoquerait quelques généralités. L'autre hypothèse est que les Romains ont progressé techniquement sur cette période. Alors je n'avais constaté aucune corrélation entre le temps écoulé dans l'intervalle allant de la date d'écriture du texte et l'événement relaté et la complexité du siège. Mais j'avais réussi à mettre en évidence un facteur qui pouvait expliquer la complexité croissante des sièges sur cette période. C'est la proximité géographique et culturelle de la civilisation grecque ou hellénistique, car elle constitue une corrélation très forte, comme vous pouvez le voir dans les deux graphiques que j'ai ressortis de mon mémoire qui date de quelques années maintenant. Les sièges les plus complexes, avec la mise en place de machines de siège, des béliers, des machines de jet, avaient tous lieu au sud de l'Italie, en Sicile, dans la partie grecque du monde de la Méditerranée. Là où il y avait des cités grecques puissantes, là où il y a les différents royaumes hellénistiques. Donc un royaume hellénistique, c'est un royaume qui succède aux généraux d'Alexandre le Grand, pour simplifier la chose, jusqu'à ce que les Romains les conquièrent un à un, jusqu'à la fin de la République. Alors quelques mois de recherche ne m'ont pas permis de progresser davantage sur la problématique des machines de siège, et j'avais constaté un dernier élément assez troublant. Les machines de siège étaient devenues, pour cette période, dans les textes anciens qui relataient les conflits, l'élément central du récit. Et pourtant, pour l'historien, il s'agit d'un des éléments les plus obscurs, pour lesquels notre compréhension est encore très imparfaite. Alors cela s'explique
essentiellement par l'absence presque complète de sources archéologiques et par l'étude peu fréquente de ces machines par les historiens de notre époque. Mon projet de thèse était né avec la motivation d'étudier des machines de siège dont la compréhension posait encore des problèmes. Et dès le début de la thèse, j'ai pu faire une distinction entre des types de machines très connues, les machines de G, alors très connues, c'est à relativiser, mais c'est des machines qui sont beaucoup plus étudiées depuis très longtemps et encore récemment, et d'autres machines moins étudiées ou dont les études sont très peu nombreuses. Alors nous avons considéré les machines qui permettent de s'élever ou de s'adapter au terrain au passage d'hommes et de machines, comme les terrasses. Alors on peut s'élever simplement avec une échelle, évidemment. Alors les terrasses, il faut peut-être apporter un petit point de définition pour comprendre ce que c'est une terrasse dans l'Antiquité, une terrasse de siège. Les terrasses sont des constructions que l'on va faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Leur objectif est de permettre aux assiégeants de s'approcher des remparts, notamment lorsque la topographie du site ne le permet pas. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est les restes archéologiques de la terrasse de Masada. Donc Masada, c'est un promontoire rocheux situé à plus de 100 mètres de haut que les Romains ont assiégé. Donc pour accéder à ce promontoire rocheux, il fallait bien faire une voie de communication, une voie d'accès. Et ça permet de s'élever également par rapport aux remparts et par rapport aux tours. Et l'objectif, c'est de diminuer, voire de supprimer l'avantage défensif que constitue une cité. Sur ces terrasses, on va également voir progresser des machines pour lesquelles il faut un terrain stable et pour lesquelles il nous faut un terrain en pente douce, des machines qui vont rouler, et on en parlera tout à l'heure. Alors il existe une multitude de machines de protection, dont les tortues. Alors ces machines répondent à la présence d'artillerie dans la ville assiégée. Alors l'artillerie, qu'est-ce que c'est dans l'Antiquité? C'est pas des canons et des trébuchets, évidemment, mais on a deux types d'artillerie essentiellement. Le premier, qu'on pourrait caractériser d'artillerie lourde, c'est ce que vous avez actuellement à l'écran. Cette machine est capable de lancer des troncs d'armes et des projectiles en pierre très imposants à plus de 100 mètres de distance. Et de l'autre côté, on a aussi de l'artillerie de précision. Ça permet de viser, d'atteindre mortellement un individu à plus de 200 mètres de distance avec des sortes de grosses flèches. Donc je résume un petit peu brièvement cette problématique, mais ça permet de comprendre contre quoi on va se protéger lorsqu'on assiège une ville. Nous connaissons tous le bélier. Son principe réside dans la suspension d'une pièce de bois massive, suspendue à un cadre, et le balancement de cette poutre va pouvoir marteler, frapper un mur, une surface verticale. Et je suppose également que vous connaissez tous le principe d'une tour de siège. Alors le principe premier d'une tour de siège dans l'Antiquité, c'est de s'élever. C'est là encore de diminuer l'avantage défensif qu'offre une cité fortifiée, une cité qui est en hauteur. Et dans certains cas de figure, une tour de siège permet également d'escalader un rempart. Alors il ne me restait plus qu'à déterminer une période pour ma thèse, une période représentative du sujet étudié. Alors j'ai commencé au 1er siècle avant notre ère, période où Rome domine progressivement tout le bassin méditerranéen, siècle qui nous a transmis les plus anciennes descriptions techniques de militaires en latin. Il faut bien se rendre compte que dans l'histoire de l'Antiquité et dans l'histoire de Rome, il faut attendre plusieurs siècles avant de voir des traités techniques en latin. Les traités techniques existants à cette époque sont plutôt en grec. C'est une période de guerre civile où les conflits sont nombreux et dans ces conflits, on retrouve un grand nombre de machines de siège. Cette borne de début suivait la période que j'avais choisie lors de mon mémoire de master. Donc c'était quelque chose d'assez logique et naturel. Et la borne chronologique de fin de mon étude s'est imposée avec plus de difficultés. D'un côté, il fallait un nombre de textes en latin et en grec ancien qui soit conséquent pour que l'étude soit représentative. C'est toujours ça qu'on cherche à faire quand on établit un corpus, avoir quelque chose de représentatif. Restreindre trop cette période aurait donc été problématique. Et d'un autre côté, idéalement, il fallait trouver une césure justifiant l'arrêt de l'étude. Alors, théoriquement, cette césure doit avoir un rapport avec le sujet étudié, avec les machines de siège. Ça ne doit pas être selon des considérations politiques ou géopolitiques. Ça, c'est dans la théorie, puisque cette césure, je l'ai cherchée pendant plusieurs mois. J'ai parcouru les textes de la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et la période devenait beaucoup trop grande, évidemment, puisque la période de césure pressentie s'est faite vers le 10e, 11e siècle de notre ère.
Alors évidemment, je n'ai pas étudié cette période, puisque l'étude de l'arabe allait s'imposer. Ça aurait été très problématique, ça aurait été beaucoup trop long. Et après maintes discussions avec mon directeur de thèse, j'ai choisi une borne d'études un peu moins parfaite, mais cohérente avec l'équipe de recherche dans laquelle cette thèse s'inscrivait. Cette équipe de recherche a deux ambitions essentiellement, l'étude des techniques gréco-romaines, des techniques de l'Antiquité, et l'étude de la ville de Rome au IVe siècle de notre ère. Également, à la fin de l'Antiquité, vous connaissez probablement le projet Plan de Rome, issu de cette étude. Alors toute cette réflexion est une étape préalable à toute thèse de doctorat en histoire ancienne. Cela commence avant la thèse, et ça se poursuit pendant les premiers mois, voire un peu plus, de cette thèse. Donc le projet de thèse est enfin défini. C'est une grosse part du travail. Il se résume de la façon suivante. Parmi les récits des conflits de l'Antiquité, les machines de siège sont très présentes dans la littérature ancienne, et parallèlement, elles sont presque absentes de l'archéologie. La compréhension que l'on en a reste très partielle et très imparfaite. Ces machines de siège que j'ai choisi d'étudier, ce sont des tours de siège, des béliers, les machines construites dans l'unique but de protéger les assaillants, les échelles, les terrasses et quelques autres constructions particulières. Nous avons donc entrepris de faire progresser notre compréhension de ces machines grâce à plusieurs méthodes, l'analyse minutieuse de tous les textes anciens qui mentionnent ces machines, puis par des études de cas impliquant des restitutions virtuelles. Je développerai un peu plus cet aspect tout à l'heure, des restitutions virtuelles de machines. Alors l'étude des machines de siège a été permise par la mise en place d'un corpus littéraire condensé en environ 400 pages. Alors les textes étudiés sont de nature très différente. On a des récits d'un premier côté. Ces récits peuvent être écrits en prose ou en poésie. Et ces récits ont pour avantage de mentionner le contexte d'utilisation des machines de siège. Et d'un autre côté, on a les textes techniques, dont l'objectif est de décrire avec plus ou moins de détails ces machines de siège. Et là, on oublie assez souvent le contexte d'utilisation de ces machines dans ce type de texte. Excusez-moi. Alors, les textes étudiés le sont dans les deux langues universelles du monde romain, le latin et le grec. Et une thèse de doctorat en analyse des sources anciennes implique d'étudier précisément le texte ancien, le vocabulaire utilisé par l'auteur, bien que ce vocabulaire ait pu être altéré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça fait partie des difficultés du travail. Et cette thèse de doctorat, pour moi, était l'occasion de débuter l'apprentissage du grec ancien, car travailler uniquement sur des traductions, comme je l'avais fait précédemment, reviendrait à travailler sur des hypothèses de recherche des traducteurs et non sur le texte ancien en lui-même. Les nombreux exemples considérés permettent de mieux comprendre les machines de siège en s'intéressant à tout ce qui nous est parvenu sur la période allant du 1er siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ. Évidemment, ce qui nous est parvenu est un prisme déformé de la réalité. Les textes mentionnent d'abord ce qui est intéressant dans la construction du récit, et ils vont également mentionner ce qui peut être profitable à des acteurs de ce récit. Par exemple, lorsque César fait une description de ses exploits militaires, nous sommes conscients qu'il n'évoque pas tous les éléments qui se sont déroulés, notamment les éléments qui lui sont défavorables. Il faut également distinguer les machines qui semblent communes des machines extraordinaires. Dans les textes anciens, on entend beaucoup parler de ces machines extraordinaires, comme cette tour de siège que l'on voit apparaître au siège de Jérusalem, qui est un élément central du siège, à tel point qu'on va la nommer Victor, donc la victorieuse. Les Romains l'appellent de cette façon-là. Alors, grâce à l'étude de tous ces textes, les principales caractéristiques des machines de siège ont été mises en avant. Alors, je ne vais pas évidemment vous faire un tableau général, mais quelques exemples. La morphologie, par exemple la morphologie des tours, on peut constater qu'elle mesure généralement entre 10 mètres de haut et 25 mètres de haut. Sur les matériaux qui vont être utilisés pour la construction de ces machines, donc la structure des béliers est toujours faite de bois. Leur couverture peut être en bois plus léger, comme le palmier ou l'osier, ou dans d'autres matériaux, comme le cuir ou l'argile. Les objectifs des machines font partie des informations essentielles à saisir et à comprendre. Les béliers, par exemple, sont utilisés essentiellement contre des tours et des murs. Et ça peut paraître étrange, puisque dans l'imaginaire collectif,
On a tous conscience que les béliers s'attaquent plutôt à des portes, mais c'est extrêmement rare dans l'Antiquité qu'un bélier s'attaque à une porte. C'est un élément trop bien défendu pour qu'on puisse s'y approcher. Ce corpus permet également d'apporter un éclairage sur les étapes de préparation en amont et au début du siège. Cela concerne le transport en pièces détachées des machines. C'est un des éléments que ma thèse a mis en avant. Nous avons quelques traces de transport de grande ampleur dans la littérature, notamment lors de la campagne de Julien contre l'Empire sassanide. C'est une campagne qui a lieu en 363 de notre ère, et l'Empire sassanide, c'est un empire d'Orient qui va succéder à l'Empire parthe et qui se réclame des Perses achéménides. Tandis qu'il s'adressait à eux, sa flotte arriva, aussi grande que celle du tout-puissant roi Xerxès. Sous le commandement du tribun Constantin et du comte Lucilien, elle occupait toute la largeur du fleuve de l'Euphrate. Elle comptait 1000 vaisseaux de transport construits en poutres croisées qui portaient en abondance vivres, armes, machines de siège, sans compter 50 navires de guerre et tout autant d'autres indispensables pour assembler des ponts de bateaux. La contextualisation des machines est aussi un des enjeux de cette thèse. Il ne s'agit pas de comprendre chaque machine individuellement, mais de considérer ces machines comme faisant partie d'un tout, et ce tout, c'est le siège dans son ensemble. L'articulation des machines les unes par rapport aux autres peut être comprise par l'étude des récits. Dans les récits, on constate souvent que les tortues sont mises en place dans un premier temps. Elles permettent la construction d'une terrasse. Cette terrasse est la voie nécessaire à l'approche des tours de siège ou des béliers. Vous l'aurez compris, la littérature ancienne est dominante dans cette étude, contrairement à l'archéologie qui reste très silencieuse sur ce sujet, puisque les machines sont essentiellement constituées de bois. Pour qu'un tel matériau puisse se conserver dans le temps, il nous faut des conditions très particulières. Il faut peu d'oxygène, un milieu très humide. Et nous n'avons pas nécessairement eu les chances d'avoir, sauf dans des conditions très très rares. Alors on a quand même d'attester quelques terrasses ou quelques fragments de terrasses, comme celle de Masada, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va voir en détail un peu plus les poutres qui constituent cette terrasse. On a également de conserver des parties métalliques. Cet élément est probablement l'extrémité de ce qui pourrait être un bélier ou quelque chose qui ressemblerait à un bélier. C'est une machine qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et donc qui est hors de notre champ d'étude. Si les textes ont constitué la source principale de nos travaux, nous avons néanmoins pu nous adosser à des sources iconographiques. Donc l'iconographie, c'est le monde des images, que ces images soient réalisées en peinture, en mosaïque, en sculpture, etc. Alors l'étude de ces sources iconographiques a permis de constater des codes de représentation. Donc là, la source que je suis en train de vous montrer, c'est un morceau du relief qui est présent sur la colonne Trajane. Donc la colonne Trajane a pour objectif de raconter la campagne que l'empereur Trajan a menée contre les Daces. Donc les Daces, c'est la Roumanie actuelle. Et donc, sur cette colonne, on voit un certain nombre d'étapes de cette campagne. On arrive à apercevoir les soldats ici qui sont en train de faire des travaux de construction. Et un des codes de représentation que j'ai réussi à mettre au jour, c'est de voir que les soldats, lorsqu'ils sont en train de faire des travaux de siège, ne portent jamais de casque, alors que dans les autres situations, ils sont toujours représentés avec leur casque. Sur cette même colonne, nous constatons qu'avant une campagne militaire, donc celle dont je parlais tout à l'heure, contre les Daces, du bois est entassé. Alors nous supposons qu'il s'agit du bois qui sera amené, donc c'est ce que nous avons sur le fragment en bas à droite, c'est ce qu'il y a ici. Nous supposons qu'il s'agit des pièces de bois qui vont être amenées pendant la campagne et qui permettent de réaliser facilement des machines de siège ou des ouvrages importants comme des ponts qui vont permettre de traverser le Danube. Et pour compléter le tableau général des sources étudiées, il va falloir s'arrêter un certain temps sur les textes techniques, que je n'ai encore évoqués que brièvement, et qui sont extrêmement importants. Alors ces textes techniques, on les nomme les traités, et j'aimerais bien vous faire comprendre comment fonctionne la transmission du savoir dans l'Antiquité, puisque la conception que l'on a de la transmission du savoir à notre époque est totalement différente, vous vous en doutez peut-être. Alors ces traités correspondent à un document descriptif, synthétique, et il s'adresse à des maîtres d'ouvrage ou à des généraux, et le contenu se présente sous la forme de textes ou d'illustrations, de dessins.
Donc quand ces textes sont recopiés, on va recopier le texte. Enfin, quand ces documents sont recopiés, on recopie le texte et on recopie également les figures. On redessine les figures avec les différents talents qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. Il ne s'agit pas de documents que les ingénieurs se transmettent les uns les autres, en détaillant techniquement l'ensemble de ce qu'on pourrait savoir, comme quand aujourd'hui on fait un document technique sur une voiture ou un vélo, on a besoin de tout détailler. Ces traités sont là pour éclairer des personnes éduquées et pour les aider à passer commande, essentiellement. Pour les aider à passer commande, que ce soit pour des chefs de chantier, des généraux, lorsque l'on va préparer un chantier de construction ou un siège de guerre. D'ailleurs, Vitruve, ingénieur que j'ai étudié dans ma thèse, est assez clair, puisqu'au moment où il s'apprête à décrire des systèmes mécaniques pour les représentations théâtrales, il précise « Chaque année, prêteurs et édiles doivent préparer des dispositifs mécaniques pour les représentations. » Et ainsi, il va décrire ces systèmes. Donc les édiles, c'est les magistrats qui s'occupent notamment d'organiser les jeux à Rome. Bien souvent, lorsque nous entendons ingénieur, nous pensons inventeur. Pourtant, pour l'Antiquité, c'est une vision assez imparfaite, assez biaisée. Il faut comprendre qu'un ingénieur de l'Antiquité dispose de 3 sources. Ses sources personnelles, donc l'expérience que l'auteur a acquise et a développée sur les chantiers de construction, sur les champs de bataille. Et ces sources personnelles ne représentent qu'une petite partie de l'œuvre qu'il est en train de décrire. Il y a les sources contemporaines directes, qu'elles soient écrites ou orales. En latin, on les appelle les praeceptores, donc c'est les sources qui sont issues de leurs maîtres, de leurs précepteurs, de leurs professeurs. Il y a d'ailleurs des écoles d'ingénieurs, que ce soit à Rome ou dans d'autres villes de l'Empire, Alexandrie par exemple, et les ingénieurs accomplis prennent sous leurs ailes des disciples. Et enfin, il y a les sources indirectes, ce sont les traditions, on les appelle les maiores en latin. Ce sont des textes anciens écrits par d'autres ingénieurs, mais qui ne leur étaient pas destinés, et souvent les ingénieurs vont les mentionner, mais par curiosité. Ils ne font pas une description exhaustive pour comprendre comment marchaient les machines présentes dans ces sources anciennes. Alors les études de cas que j'ai faites dans ma thèse, les machines que j'ai choisi de restituer, sont toutes issues de ce qui semble être les sources personnelles de l'auteur, que l'ingénieur apporte, a acquises et a développées dans sa formation. Pour l'étude des textes techniques, l'étude de la réalité virtuelle et l'utilisation de la réalité virtuelle a été un préalable autant qu'une conséquence de mes hypothèses de recherche, puisque faire une restitution virtuelle, c'est comprendre un texte dans un premier temps. Ce n'est pas comprendre un texte dans un premier temps et faire une restitution dans un second temps, c'est un travail qui fait des allers-retours entre le travail de traduction et une restitution. Alors le travail en équipe est indispensable pour ces parties de recherche, notamment pour la partie infographie, informatique. Dans le cas de ma thèse, c'est Charlie Morino et Nicolas Lefebvre du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, donc le CIREV de l'Université de Caen, qui ont permis à ces restitutions de voir le jour. Alors toutes ces restitutions n'ont pas les mêmes prétentions et j'évoquerai tout à l'heure les différents types de restitutions que j'ai fait. Mais j'aimerais revenir sur une particularité des textes anciens. Les textes techniques présentent évidemment des lacunes, des morceaux du texte qui a disparu, mais également des non-dits, des choses qui semblaient tellement évidentes à l'ingénieur qui avait écrit le texte qu'il n'a pas semblé utile de le mentionner dans son texte. Mais ce qui est naturel pour lui n'est plus nécessairement pour nous, et lorsque nous étudions un traité de l'Antiquité, il nous manque souvent une chose, c'est l'ingénieur qui l'a écrit pour nous expliquer tout ce dont il voulait parler. L'originalité de ces restitutions est qu'elles ont toutes été réalisées pièce à pièce et que les assemblages entre ces pièces ont été réfléchis. Cette démarche permet de vérifier la position de chaque pièce dans la machine, de voir si elle est pertinente et voir si sa mise en place ne contredit pas ce qui existe déjà de cette machine. Elle permet également de considérer les solutions d'assemblage, notamment quand deux poutres se croisent, comme vous le connaissez probablement, ce type d'assemblage, le type d'assemblage en mi-bois. Les hypothèses de restitution s'appuient... Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai essentiellement 2 types de restitution dans ma thèse. Je ne voulais pas trop rentrer dans le détail, donc j'en évoque que 2. Les hypothèses de restitution, elles s'appuient sur une source suffisamment fiable, suffisamment détaillée, pour que l'on considère ce résultat comme probable, c'est pour ça qu'on le qualifie d'hypothèse. Et d'un autre côté, donc ça c'est bien une hypothèse de restitution, je vais en parler tout à l'heure, et nous avons à côté de ces restitutions des évocations.
Ces évocations sont fondées sur des sources qui sont sommaires, lacunaires, incomplètes. Elles possèdent un niveau de probabilité inférieur à l'hypothèse de restitution. Il s'agit d'un résultat qui est plausible. On va en voir une tout à l'heure. Alors plutôt que de restituer toutes les machines connues à une époque ou dans un traité, il a été décidé de constituer un panel représentatif et varié de ces machines. Donc les premières que je vous montre, elles sont issues de 2 ingénieurs, Athénée le mécanicien et Vitruve. Ce sont 2 ingénieurs romains pour le coup, ils vivent à Rome, du 1er siècle avant notre ère. Ils nous ont décrit donc ces 3 types de tortues. Il y a également ces évocations, donc voilà des évocations de machines défensives décrites par Apollodore de Damas. Donc Apollodore de Damas, c'est l'ingénieur de Trajan, il vit au 2e siècle de notre ère. Et de cet ingénieur, nous avons des machines bien plus détaillées, dont les descriptions sont bien plus précises, comme cette tour de siège, qui est une hypothèse de restitution. Et nous allons voir une autre hypothèse de restitution, celle du bélier, mais on ne va pas le voir en image fixe, on va la voir en animation. Alors pour le bélier et pour la tour également, il ne s'agit pas simplement d'une restitution virtuelle, puisque pour rendre ces hypothèses accessibles à tous, nous avons décidé de les animer et de faire le lien entre le traité, entre le texte grec et l'hypothèse de restitution que nous avions envisagée. Donc voici l'exemple du bélier de siège, qui permet de montrer à quel terme du texte font référence les pièces de la base. Donc lorsqu'une pièce ou une zone est surlignée en rouge, il s'agit d'une indication qui est présente dans le texte. Quand la dimension n'est pas donnée, c'est qu'elle a été interprétée selon d'autres éléments du texte. A l'inverse, pour ces montants que l'on vient de placer, nous connaissons toutes les dimensions et donc elles apparaissent sur l'animation. C'est un élément qui provient du texte. En suivant cette animation, il est possible de comprendre à quelle partie de la machine fait référence l'élément traduit du texte. Ainsi sont restitués à l'instant des poutres nommées génériquement Xuga et des montants que l'on va appeler parastatai, ou qui est appelé parastatai par l'ingénieur Apollodore de Damas. Enfin, nous avons les planches de couverture qui sont fixées sur les poutres que nous venons d'ajouter. Et puisque nous connaissons leur épaisseur, leur dimension est également donnée sur l'animation. Enfin, ces poutres verticales viennent supporter des poutres latérales depuis les traverses. Et cette animation permet d'illustrer un non-dit, ce dont je parlais tout à l'heure. Et les ingénieurs ne précisent pas tous les éléments de la machine qu'ils sont en train de décrire, puisque ce n'est qu'à cette étape de la construction de la machine que l'on constate qu'il y avait des traverses en dessous, puisqu'il précise qu'il faut mettre des montants depuis les traverses. Le système de suspension de la poutre bélière, de la poutre qui va être utilisée pour marteler un mur, n'est pas décrite avec précision. Alors l'animation va présenter plusieurs possibilités qui ont été envisagées, la première avec des cordes et la seconde avec un système de poulies qui permettent de faciliter l'élévation du bélier. Mais puisque tout ça ne vient pas du texte, nous n'avons rien surligné en rouge. Pour restituer la poutre bélière, il a fallu travailler par analogie, parce qu'assez étrangement, Apollodore de Damas n'en parle pas. Il ne décrit pas la poutre, la pièce principale de son bélier, parce que ça lui semble tellement évident qu'il n'a pas pris la peine de la décrire. Alors, on peut penser qu'au bout, il y avait une enclume, comme la tête de bélier que j'ai montrée tout à l'heure dans mon diaporama. Mais cette enclume provient du 5e siècle avant Jésus-Christ et elle est hors contexte. Et notre texte est du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc nous avons travaillé par analogie pour justifier d'une extrémité métallique en forme de tête de bélier. Et nous sommes appuyés sur un bas-relief de l'arc de Septime Sévère. Donc c'est un arc qui est présent à Rome, qui est un peu postérieur à notre texte, mais de moins d'un siècle, ce qui est un peu plus raisonnable. Et cela concorde également avec la littérature ancienne. Alors l'une des originalités de cette recherche a été de considérer un événement particulier afin de l'illustrer et d'étudier les machines qui y sont présentes. Donc l'événement que nous avons choisi, c'est le siège de Marseille par l'armée de César en 49 avant Jésus-Christ. Donc c'est une application ici qui est interactive. Alors cette illustration s'est faite à partir d'une maquette de la ville de Marseille. Elle représente cette ville au 2e siècle avant Jésus-Christ et elle est exposée aujourd'hui au musée d'histoire de Marseille. Donc nous l'avons numérisée, nous l'avons transformée en objet 3D.
L'état des fortifications à cette époque correspond plus ou moins à ce que César a rencontré lorsqu'il a assiégé cette ville en 49 avant Jésus-Christ. Le siège de Marseille est un cas d'étude assez intéressant puisque nous possédons plusieurs sources que nous pouvons croiser. Les machines décrites sont nombreuses et variées, on a un panel représentatif qui est présent et le terrain est relativement bien connu du fait de la position côtière de la ville qui reste partiellement inchangée. De plus, ce siège est contemporain de Vitruve, l'ingénieur dont je parlais tout à l'heure, qui a été l'un des ingénieurs que j'ai le plus étudié dans ma thèse. Alors en illustrant ce siège, mon objectif était d'une part de rendre accessibles les sources, décrivant ces événements en les comparant. Comparer le texte de César qui nous parle du siège de Marseille, comparer le texte de Lucain qui nous parle de cet même événement, et les quelques mentions de l'ingénieur Vitruve qui va également en parler. Alors en cliquant sur l'icône Vitruve, il est possible d'accéder à sa description de l'événement. Il nous parle dans un premier temps d'un fossé de défense. Donc c'est ce que nous avons ici surligné en rouge. Donc c'est une dimension illustrative, mais nous pouvons avoir quelques références bibliographiques nous aidant à comprendre en quoi consiste un fossé de défense sur une cité grecque. Là, il n'y a pas que des cités grecques, mais il y a plusieurs cités grecques ici. Je rappelle que Marseille est une cité grecque encore indépendante à l'époque où César va l'assiéger. Alors si on continue, Vitruve nous mentionne des opérations de mines. Donc des mines, c'est des galeries souterraines que l'on va creuser sous le sol. Elles peuvent avoir deux objectifs. Ici, on n'a pas la certitude de leur utilité. Soit c'est pour détruire les fondations des fortifications et faire effondrer le mur, soit c'est pour faire un tunnel et rentrer dans la cité adverse. Alors cette opération va échouer. Et enfin, Vitruve nous parle d'une terrasse et d'une seule, alors que les autres auteurs vont nous en évoquer d'autres, mais ils ne précisent pas où elles pouvaient se situer, contrairement aux autres opérations. Alors, je vais la montrer tout à l'heure, la terrasse. Alors, l'un des auteurs, Lucain, dont j'ai parlé tout à l'heure, va donner un peu plus de détails, notamment sur la localisation du camp de César. Donc, je vais afficher quelques informations topographiques pour qu'on se repère sur la ville de Marseille. Et l'hypothèse principale la situe sur la colline Saint-Charles, bien qu'on n'en ait pas de certitude précise. Depuis cette colline, ou depuis le camp de César, dans tous les cas, il y avait une contrevallation, c'est-à-dire un mur d'encerclement, qui permettait de faire un blocus de Marseille. Et Lucain est très précis, puisqu'il dit que ce mur va du camp de César jusqu'au port, et va du camp de César jusqu'à la mer, donc la vallée de la Joliette, à Marseille aujourd'hui. Alors si on passe à César, César ne parle pas de son camp, ne parle pas de là où il va le mettre, mais il va décrire assez précisément les zones dans lesquelles son armée intervient. Nous en avons deux, une d'un côté du port, ce que nous avons en bas de l'image, par ici, et l'autre du côté de la porte des Gaules, ça se situerait approximativement par ici. Cette illustration permet de considérer les machines les unes par rapport aux autres. Et je vais vous donner un exemple de contextualisation assez précise. Puisque sur cette image, donc on a repris un morceau du relief de Marseille, supposé, et le fossé de défense également. Alors il n'est pas que supposé, parce qu'on a quelques traces archéologiques. Et la mise en place d'une terrasse, donc d'une voie de communication qui va progresser, sur laquelle vont s'installer des galeries, donc c'est les boyaux de communication que vous voyez ici, différentes machines de protection, des tortues qui permettent d'avancer à couvert de l'artillerie des Grecs, puisque c'est ça qui faisait peur aux Romains, et à la tour également d'avancer. Donc on arrive à mieux comprendre comment ça se constitue. La plupart des sièges fonctionnent de cette façon-là, on n'a pas forcément tous les éléments, mais on a très souvent une terrasse et une tour, ou une terrasse, une tour et un bélier, pour essayer de vider les murs et de le détruire après avec un bélier. Alors cette illustration a aussi permis de proposer une restitution inédite et un travail de recherche inédit, puisque c'est la première fois où on s'est intéressé très précisément à la tour en briques
que les légionnaires de César vont mettre en place. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on est à la fin du siège, le bois a totalement disparu des alentours de Marseille, et donc on doit recourir à des nouveaux matériaux, et donc ils font des briques. Est-ce qu'elles sont crues ou cuites, on ne le sait pas, mais ils utilisent des briques pour construire les nouveaux ouvrages à la fin du siège. Et cette tour en briques est très intéressante, notamment son système de plateforme, ce que vous voyez sur le dessus, puisque les légionnaires avaient commencé par construire un premier étage. Ils ont mis en place la plateforme sur ce premier étage et progressivement, ils ont élevé les murs de la tour en élevant en même temps la plateforme, ce qui a permis d'atteindre une hauteur considérable en étant tout proche du mur, en étant juste sous le feu des assaillants, des assiégés plutôt. C'est les Romains qui vont assaillir la ville. Cette plateforme est très intéressante puisqu'elle partage des caractéristiques avec la tortue de Terrassier qui a été décrite par Vitruve et Athénée le mécanicien. Ces tortues, comme la plateforme, sont protégées dans un premier temps par des planches. Puis au-dessus de ces planches, on va mettre des couches d'osier. Ça permet d'amortir le choc et de donner un peu de souplesse à cette protection. Et au-dessus de cet osier, on va installer des matelas qui sont remplis d'algues et qui, eux aussi, sont là pour amortir les chocs. Alors à partir de ces restitutions virtuelles, d'autres prolongements ont été établis afin d'approfondir l'état de nos connaissances sur les machines de siège. Une restitution virtuelle, c'est un objet en volume, et ainsi la masse de chaque pièce a pu être estimée selon les différentes essences de bois utilisées selon les textes. Alors des estimations basses ont été déterminées à partir du palmier, bien que ce ne soit pas du bois au sens propre du terme, mais c'est quelque chose qui est utilisé, notamment pour la couverture des machines. Et une estimation haute a été effectuée à partir du bois de chêne, qui est l'un des bois les plus denses que les Romains utilisent. Donc la réalité, en fait, se situe entre ces deux estimations. Ces estimations de masse permettent d'appréhender le nombre d'hommes nécessaires à la manipulation des poutres. Donc pour les poutres de la base de la tour de siège, on va la revoir un petit peu tout à l'heure, il faut entre 5 à 10 hommes pour manipuler une poutre. Et de la même façon, on peut prolonger le calcul pour l'ensemble de la machine, puisqu'on connaît toutes les pièces de toute la machine, le volume de la structure en bois de chaque machine est déterminé, et on arrive à estimer sa masse avec une estimation basse et haute, encore une fois. Et dans cette estimation de la tortue bélière, donc la seconde, il faut environ une dizaine à plusieurs dizaines d'hommes pour pousser une tortue bélière selon la pente sur laquelle elle progresse. Donc une dizaine d'hommes, c'est sur un terrain parfaitement plat, et plusieurs dizaines d'hommes, donc ça va jusqu'à 80 hommes, c'est sur une pente à quelques pourcents. Les machines étant parfois transportées d'un siège à l'autre, je l'ai évoqué tout à l'heure, même si elles le sont en pièces détachées, elles ne le sont pas forcément en un seul bloc, on peut appréhender ce que représente le déplacement de ces machines dans les bagages de l'armée, dans les bagages des légions. Et on a estimé qu'une tour de siège représente un peu plus de 10% de ce qu'une légion peut transporter. C'est quelque chose qui est considérable. Les efforts de médiation que j'ai faits dans ma thèse ont été faits dans l'objectif de faciliter la critique de mon travail, afin qu'il puisse être enrichi par tous, qu'il s'agisse de spécialistes ou de non-spécialistes, puisque tout le monde peut avoir un avis pertinent à donner sur ce genre de travail. Et le choix de la réalité virtuelle est un pari dans le temps, puisque tout changement d'hypothèse de traduction peut être reflété dans la restitution virtuelle et aboutir à un changement du modèle virtuel. Alors ça me permet d'aborder ce qui s'est passé depuis la soutenance. L'objectif d'une thèse, c'est de faire progresser les connaissances sur un domaine, de compléter ce domaine, de l'ouvrir s'il n'a jamais été ouvert, ou de le réouvrir si quelqu'un s'y est déjà penché. Une recherche, c'est l'occasion de susciter, pour la première fois ou à nouveau, un débat dans la communauté scientifique. Des évolutions simples ont été envisagées après la présentation des travaux, notamment l'ajout sur les images de restitution virtuelle d'un personnage de taille moyenne, on a un peu plus d'1,70 m dans l'Antiquité, permettant de projeter plus facilement une échelle et donc de percevoir plus aisément la taille des machines. Alors la possibilité de comprendre relativement facilement les hypothèses que j'ai faites dans ma thèse, les hypothèses de restitution, parallèlement aux hypothèses de traduction, ont permis de faire germer des réflexions chez des spécialistes depuis la réalisation de ces travaux. Alors la tour que vous voyez ici reflète deux hypothèses de traduction du texte. Celle de gauche, réalisée pendant la thèse,
a été critiquée, notamment, celle de gauche qui est ici, elle a été critiquée notamment puisqu'on constate qu'il n'y a aucun système de triangulation de la tour. Après discussion avec des spécialistes des techniques antiques, il est apparu comme probable qu'un tel système existait sur cette machine et qu'il fasse probablement partie des non-dits de l'ingénieur, des choses que l'ingénieur ne prend pas la peine de préciser. À cette même époque, des systèmes de triangulation existent sur des machines différentes. On n'a pas de précision sur des tours de siège, mais sur les tours de siège et à d'autres époques, on constate également des systèmes de triangulation. Donc nous avons proposé une nouvelle hypothèse de restitution, c'est celle de droite, faite en 2009, et complétant d'éventuelles lacunes du texte. Un dernier exemple, concernant le système de fixation des machines d'Apollodore de Damas, il y a deux mots qui ont été longtemps débattus par moi et mon directeur de thèse, et d'autres chercheurs par ailleurs, c'est Peristomides et Kélonia, c'est deux mots grecs anciens. Donc le premier, Peristomides, renvoie à l'idée de pince, serre-joint, agrafe ou lien, tout ce qui va englober quelque chose. Et le second, Kélonia, permet de comprendre qu'il s'agit probablement de planches, de tasseaux, de coins, de cales. Et c'est ainsi que nous avons proposé, sur l'hypothèse de restitution de gauche, un système avec des serre-joints métalliques qui vont maintenir une poutre d'un point de vue des forces verticales et des tasseaux qui permettent un maintien horizontal de cette même poutre. Marie-Thérèse Cam, qui était par ailleurs un membre de mon jury de thèse, a étudié le texte en grec. Elle a travaillé sur mon hypothèse de traduction, sur mon hypothèse de restitution, et elle a proposé une hypothèse différente à laquelle personne n'avait jamais pensé, ni ceux qui ont traduit ce texte au XIXe siècle. Donc on a une traduction de Lacoste en 1867, un Italien qui fait cette traduction, c'est Comare en 1999, Whitehead en 2010, et ni moi-même ou mon directeur de thèse, sur le temps de ma thèse, n'avons réfléchi à cette hypothèse, qui est extrêmement simple. Selon Marie-Thérèse Cam, Peristomides et Kélonia désigneraient la mortaise et le tenon. Assemblage très simple en charpente, que l'on retrouve à toute période, et nous avons réétudié le texte à la lumière de cette hypothèse, et certains éléments qui paraissaient jusqu'alors obscurs dans nos restitutions ont pris tout leur sens. C'est ainsi que nous avons proposé une nouvelle hypothèse de restitution, c'est celle de droite, où finalement on peut comprendre ces assemblages comme un assemblage quasiment en mi-bois. Je voulais conclure sur cette note d'ouverture. Évidemment, quand on réalise une recherche, quand on fait une thèse de doctorat, on espère être le plus juste possible, faire le moins d'erreurs, et on espère que ces hypothèses sont les bonnes. On espère tous ça quand on fait sa thèse. Un nombre incalculable d'hypothèses en histoire ont été réfutées par la suite, par de nouvelles interprétations, de nouvelles découvertes, de nouvelles méthodes de recherche également. Et en histoire comme en littérature ancienne, comme dans toutes les sciences d'ailleurs, une hypothèse, c'est un résultat plausible, jusqu'à preuve du contraire, qui peut être réfuté. Pouvoir prouver le contraire d'une hypothèse, la critiquer, c'est la définition même de la recherche. L'idée de cette thèse n'a pas été de proposer une solution fermée à un problème ou à plusieurs problèmes. Ça a été de fournir un certain nombre d'instruments permettant de critiquer les hypothèses formulées et ainsi permettre à cette recherche de vivre dans les échanges scientifiques. Donc, je vous remercie. Ma présentation est finie.